L'invasion de rats dans nos villes, le retour de la peste et puis nos océans empoisonnés. Et si notre planète devenait une immense poubelle? Déchets, peut-on encore éviter le pire? Bienvenue pour le deuxième épisode de 2050. La sonnette d'alarme est tirée. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, il y aura 70% de déchets en plus en 2050 si rien n'est fait. Les océans suffoquent. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons. Chaque minute dans le monde, l'équivalent d'un camion-benne est déversé dans les océans. Nos détritus ménagers et électroniques sont en train de pourrir les sols. On craint même une invasion de rats et le retour de vieilles maladies endémiques. L'enjeu est donc énorme et la course contre la montre loin d'être gagnée. Avant de faire l'état des lieux avec nos invités ce soir, avant d'évoquer aussi les solutions pour éviter le pire, voici ce qui nous attend dans 30 ans. Un documentaire choc signé Laurent Frappat et Anne Dontanville. Le 8 septembre 2050, dans le 15e arrondissement à Paris. Il est 6 h du matin. Parmi les sacs poubelles qui jonchent les trottoirs, de petites silhouettes se faufilent. Des rats, par dizaines. Impossible de les rater. Cette jeune femme qui part au travail encore un peu endormie va revenir brutalement à la réalité. À 3 km de là, dans l'Est parisien, Corinne et Didier traversent la capitale en trombe. Ils viennent d'apprendre que leur fils aîné a été hospitalisé en urgence. Le jeune homme souffrirait d'une maladie rare et gravissime. Son état inspire la plus grande inquiétude. Trois heures plus tard, à 400 km de là, à Guéret, dans la Creuse, les habitants d'un immeuble sont évacués, certains en urgence vitale. L'eau du robinet qui coule dans leurs appartements les aurait empoisonnés. 3 événements en 3 lieux différents qui semblent n'avoir aucun rapport entre eux. Pourtant, vous allez le voir, tous ont un lien avec un mal qui, depuis plusieurs décennies, ronge la planète. L'augmentation folle des déchets produits par les humains. Paris, New York, Rio, Delhi, Accra, Denpasar, aucune grande ville n'est épargnée par notre surproduction de déchets. Notre planète est en train d'étouffer sous nos déchets. On est dans une déchetterie à ciel ouvert. Je pense qu'en 2050, si on continue comme ça, on va être dans une situation assez terrible. Jusque-là, ces messages d'alerte semblaient émaner de quelques rabat-joie moralisateurs. Mais désormais, la menace est tangible. La profusion de nos poubelles pourrait bien engendrer des conséquences dramatiques. Quand on a des touristes à Paris qui arrivent à filmer des rongeurs par centaines, ça pose quelques questions quand même sur Paris, la ville lumière. C'est une situation explosive. Il y a tellement de rats que dès qu'il y a un problème quelconque au niveau sanitaire, ça va se transmettre très vite à toute la population. Ainsi, notre santé pourrait se trouver gravement fragilisée. Surtout qu'un autre type de détritus, le plastique, aujourd'hui accusé de polluer nos plages et nos paysages, pourrait s'avérer bien plus dangereux que ce qu'on en imagine. Chaque minute, on a un camion-benne qui arrive dans les océans. Donc on va le payer cher, ça, le fait de polluer nos océans par le plastique. Il est possible qu'un jour ou l'autre, on ne pourra plus manger de poissons, on ne pourra plus manger de mollusques. Les déchets nous contaminent à petit feu. Et le pire pourrait bien venir de ceux
que nous ne savons pas traiter. Et on va se retrouver avec un phénomène global d'empoisonnement à cause de nos déchets électriques et électroniques. Lors de votre prochain repas, vous mangerez un bout de votre smartphone. Je peux vous dire que moi, dans la rue de ma maman, pratiquement toutes les maisons, il y a eu un cancer. Alors, jusqu'où cela va-t-il aller? Nos déchets pourraient-ils anéantir l'humanité tout entière? On va pas s'en sortir comme ça et c'est en fait la pire catastrophe qu'on n'a jamais eu à contempler en tant qu'humanité en fait. Et ça arrive maintenant et ça arrive dès aujourd'hui. Retour à Paris, le 8 septembre 2050, avec Corinne et Didier. Souvenez-vous, ils sont parents d'un jeune homme qui a été admis aux urgences, dans la nuit, victime d'un mal étrange et, semble-t-il, foudroyant. Corinne et Didier ne s'en doutent pas, mais l'état de leur fils a un lien direct avec le Flash Info qui va justement être diffusé ce matin-là, à la radio. Vous êtes sur RTL, il est 6h. Bon réveil à tous. À la une aujourd'hui, le problème des ordures à Paris. Les mois passent et ça ne fait qu'empirer. Les poubelles débordent dans les rues, les habitants de la capitale n'en peuvent plus. On peut le dire, la ville suffoque. Et les conséquences sont désastreuses. Cela peut paraître invraisemblable. Pourtant, ce sont bel et bien ces montagnes de détritus qui ont rendu malade le fils de Corinne et Didier et qui, insidieusement, sont en train de le tuer. La veille, Paul, 18 ans, a soudainement été pris d'une violente fièvre, de terribles maux de tête et d'intenses douleurs à la poitrine. Les médecins ont dû le mettre sous assistance respiratoire. Seulement, l'état du jeune homme ne s'améliore pas. Après une batterie d'examens, le diagnostic est tombé. Terrible et incompréhensible. Qu'est-ce qu'il a? Écoutez, votre fils est atteint de la peste. La peste? Est-ce qu'il va mourir? Je suis désolée. Incroyable. Alors que l'on croyait cette maladie mortelle disparue depuis des siècles, la peste vient à nouveau de frapper, en 2050. Au Moyen-Âge, ce fléau avait décimé près de la moitié de la population européenne. Des millions de personnes mortes dans d'atroces souffrances. Alors, Paul est-il la première victime d'une nouvelle épidémie foudroyante? Comment la peste a-t-elle pu réapparaître? Les responsables, les voici. Ce sont les rats. Ces petites créatures propagent la bactérie responsable de la terrible maladie. Et en cette fin 2050, les risques de contamination sont plus élevés que jamais. Car la population des rats a dramatiquement augmenté à Paris. À cause des montagnes d'ordures qui ont envahi les rues, ils sont aujourd'hui 20 millions, 10 fois plus nombreux que la population intramuros.
Ce scénario vous paraît exagéré? Pourtant, aujourd'hui déjà, certaines rues de la capitale ont des allures de dépotoir. La réalité rejoint la fiction. L'état de Paris aujourd'hui en matière de propreté et d'hygiène, c'est une situation inacceptable. On est dans une déchetterie à ciel ouvert. On a encore beaucoup de déchets dans la rue. Ça peut être dû à plusieurs choses. D'une part, effectivement, au comportement citoyen. Il y a encore des incivilités, ça c'est une certitude. On a des gens qui jettent par la fenêtre leurs déchets ménagers. Et ça, c'est des phénomènes qui sont quand même tout à fait inquiétants, qu'on ne connaissait pas il y a longtemps. Les comportements incivils polluent nos rues. Et ce n'est pas tout. Nous consommons de plus en plus et de plus en plus vite. Je vois une structuration du marché qui tire vers le bas de gamme et donc vers le non durable, vers le jetable. Et tout ça pousse à la production de déchets, c'est évident. Si on continue comme ça, on va être dans une situation assez terrible. Chaque année, on produit plus de déchets que l'année précédente. Donc en France, par exemple, cette année, c'était à peu près 4,6 millions de tonnes de déchets. Et c'est ces 4 tonnes qui vont s'ajouter aux 4 tonnes de l'année précédente, et aux 4 tonnes de l'année précédente, et aux 4 tonnes de l'année précédente. Les prévisions sont plus qu'alarmistes. D'après un rapport publié par la Banque mondiale, si rien ne change rapidement, la production mondiale de déchets augmentera de 70% d'ici 2050. Si effectivement on n'arrive pas à diminuer la quantité de déchets globale, et on ne va pas dans ce sens-là, puisque nous avons une augmentation de la population qui fait que nous avons tout de même de plus en plus de déchets à traiter. La situation peut être inquiétante. Tout ça, ça fait des montagnes et des montagnes de déchets que on essaye de stocker, de gérer plus ou moins bien. Mais en réalité, notre planète est en train d'étouffer sous nos déchets. Et ça va avoir des conséquences à long terme assez importantes. Et vous l'aurez compris, qui dit montagne de déchets, dit prolifération des rats. Ils sont à peu près comme nous, omnivores, donc ils peuvent manger tout ce qu'on mange. Donc tous nos déchets alimentaires, ça leur profite directement. Tant que la source de nourriture est infinie, la capacité du rongeur à s'installer et à faire croître sa population est plutôt infinie. C'est une évidence. Bien nourris par nos détritus, les rats se multiplient à vitesse grand V. Sachez qu'un couple de rats peut engendrer jusqu'à 1000 descendants par an. Incroyable. Et il y a plus inquiétant, car si les rats vivaient jusque-là cachés dans les égouts, dorénavant, ils ont pris goût aux promenades en surface, à l'air libre. Pour le comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. D'abord, à cause du réchauffement climatique, les crues de la Seine se sont multipliées. En juin 2016, l'eau a atteint un niveau historiquement élevé. Elle a infiltré les sous-sols parisiens et a délogé les rongeurs. C'est le début de l'apocalypse, non? Après cette crue, les rats ne sont jamais redescendus. Car, facteur aggravant, au même moment, les éboueurs parisiens se sont mis en grève. Les poubelles ont envahi les rues, offrant aux rats qui étaient sortis des égouts un formidable terrain de jeu. Quand il y a des grèves, des ramassages, en effet, c'est les rats qui apparaissent et il peut y avoir des cohabitations assez dangereuses et puantes entre certains animaux et les humains. Quand ils restent en surface, ils restent pourquoi? Parce que vous avez de la nourriture, vous avez des déchets alimentaires. Plus vous avez de déchets alimentaires, plus les rats restent en surface et prolifèrent. Et donc ils ne redescendent plus. Un cercle vicieux qui touche bien d'autres villes françaises, noyées elles aussi sous les déchets. Bordeaux, La Rochelle, Reims, Strasbourg ou encore Marseille sont également envahis par les rats. Quand on veut rentrer chez nous, les rats ils nous attaquent, ils nous sautent dans les jambes. Normal, ils n'ont pas peur de nous, l'être humain. C'est fini. Il y en a des immenses, hein, c'est pas immense. Une demi-baguette, plus longue qu'une demi-baguette. Regardez cette vidéo impressionnante. Elle a été filmée par un éboueur. Dans une benne à ordures, des dizaines de rats grouillants dévorent à pleines dents les détritus qui s'y trouvent.
Cette scène, les éboueurs des grandes villes y sont confrontés de plus en plus souvent. Dorénavant, quand ils partent en tournée, ils prennent d'infinies précautions. Le matin, quand ils commencent à nettoyer très tôt, à la levée du jour, dans les phares des voitures, ils voient dans les yeux des rats, des dizaines de paires d'yeux comme ça, et ils font très attention quand ils vident les poubelles. Ils donnent des coups de bâton avant pour que les rats puissent sortir, parce qu'autrement, quand ils prennent le sac comme ça, ils risquent de se faire mordre. Donc il y en a vraiment partout. À Paris, il y aurait aujourd'hui 4 millions de rats, 2 par habitant. Et inévitablement, cela se voit, même en plein jour. Dans les lieux touristiques, jonchés de déchets, les rats s'ébattent en toute tranquillité. Comme le montre cette vidéo filmée par une touriste américaine dans les jardins du Trocadéro, au pied de la Tour Eiffel. Ou encore dans les jardins des Tuileries, à 2 pas du Louvre. Ici, un rat sautille tranquillement, un sandwich dans la gueule. Je n'avais jamais vu de rat. J'ai été vraiment surprise. Ces animaux ne sont pas propres. Donc je pense que s'ils sont là, c'est que c'est vraiment très sale. Les touristes s'en amusent. Mais pour combien de temps encore ? Quand on a des touristes à Paris qui arrivent à filmer des rongeurs par centaines le soir à 22h, ça pose quelques questions quand même sur Paris, la ville lumière et la capitale, une des capitales les plus visitées au monde. Pour ceux qui vivent toute l'année à Paris, la situation devient alarmante. Car, attirés par nos poubelles, les rats s'approchent de plus en plus près, de plus en plus souvent, des plus fragiles d'entre nous. Certains squares, très fréquentés par les enfants, ont même dû être fermés. Comme celui des Batignolles dans le 17e arrondissement à Paris, inaccessible pendant plusieurs mois, pendant l'année 2019. Geoffroy Boulard, le maire, a donc décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Pour alerter sur le danger, il s'est fait prendre en photo avec des rats morts. La photo a été reprise par des journaux étrangers, comme ici, le célèbre Guardian en Angleterre. Le maire nous livre à ce propos une anecdote qui lui a fait comprendre que l'heure était très grave. C'était en juin 2018. Une directrice d'école m'a expliqué qu'elle ne pourrait pas assurer la fête de l'école de fin d'année. Je lui ai dit, c'est pas possible. Et elle me dit, mais monsieur le maire, c'est impossible que j'ouvre la cour de l'école. Il y a des rats partout dans la cour. Je lui ai dit, j'aurais que vous me montriez la cour. C'était une piste de Formule 1 de rats. Il y avait des rats partout. Des rats, au beau milieu des enfants. Une situation potentiellement très dangereuse. Car les rongeurs peuvent transmettre des maladies très graves. Aujourd'hui, on a vraiment un cocktail large de maladies qui peuvent être véhiculées par les rongeurs. Et la maladie qui m'est en tête dans un premier temps, c'est la leptospirose. La leptospirose, c'est une maladie qui se transmet par l'urine des rats. En urinant, ils répandent la leptospire, qui est la bactérie qui est responsable de la leptospirose. Et les gens se contaminent en touchant ces surfaces contaminées par l'urine avec les mains. Ainsi, en montant sur les toboggans ou en jouant dans le bac à sable d'un square par exemple, un enfant peut être très facilement contaminé si ses mains touchent l'endroit où un rat a uriné quelques heures plus tôt. C'est pas une maladie gravissime, mais elle se complique très souvent. Ça peut se terminer par la mort. La menace est loin d'être anodine. En 2019, 1000 cas de leptospirose ont été répertoriés en France, 4 fois plus qu'en 1980. 130 personnes en sont mortes, et d'après un rapport de l'OMS, les rats sont déjà à l'origine de 400 millions de malades chaque année dans le monde, victimes de pathologies toutes plus dangereuses les unes que les autres. Toxoplasmose, hépatite E, salmonellose, typhus, ou encore, la pire de toutes, la peste. Si d'ici 2050, nous ne parvenons pas à réduire drastiquement nos déchets dans les rues, toutes ces maladies pourraient donc bien faire à nouveau des ravages à cause des rats qui auront proliféré de manière incontrôlable. Il faut 3 choses pour pouvoir générer une épidémie. Il faut un vecteur efficace, le rongeur en est un. Il faut être très fréquemment et très fortement au contact de
vecteurs, ce qui est le cas en milieu urbain. Et 3, il faut être face à des bactéries ou des virus, ou dans tous les cas, à des maladies qui flambent rapidement en population. Demain, on introduit de la peste en Europe. Ce serait tout à fait plausible que la peste se dissémine de nouveau. Oui, tout à fait. C'est comme si vous aviez une épée qui se balance au-dessus de votre tête avec une ficelle très fine. Ça peut tomber n'importe quand. C'est une situation explosive. Il y a tellement de rats que dès qu'il y a un problème quelconque au niveau sanitaire, ça va se transmettre très vite à toute la population. Voilà donc pourquoi en France, en 2050, un jeune homme de 18 ans pourrait tout à fait mourir de la peste à cause des déchets accumulés dans nos rues. Et dans certains pays, il n'a pas fallu attendre 2050, car la réalité a déjà largement dépassé la fiction. À Madagascar, dans la capitale Antananarivo, il y a 2 ans, la peste a infecté 2400 personnes et fait 200 victimes, contaminées par les rats qui ont proliféré dans les montagnes de déchets. Les autorités malgaches prennent la menace très au sérieux. Quand il y a des cas de peste, aussi bien bubonique que pulmonaire, dans tous les districts de Madagascar, il a tout de suite riposte. Et la population est désemparée. C'est vraiment sale. C'est terrible. Il faudrait entreposer les déchets ailleurs que sur la place du marché. Et les enlever tous les jours. Ça fait venir tous ces rats qui nous amènent les maladies. Pour ne pas en arriver là, Geoffroy Boulard, le maire du 17e arrondissement à Paris, est passé à l'action. Il a lancé un site internet, signalerunrat.paris. Ce site permet aux habitants d'alerter sur la présence de rongeurs en temps réel par géolocalisation. Et les retours sont effrayants. 3500 signalements en 2018, plus de 4000 en 2019. Je voulais montrer à la ville de Paris qu'elle sous-estime le problème. Pourtant, contre l'évidence, la mairie de Paris maintient que les rats ne sont pas si nombreux dans les rues. Certains disent qu'il y a 1 rat par Parisien, il y a 2 rats par Parisien, 3 rats. Ça n'a pas vraiment d'importance puisque pour la très très grande majorité d'entre eux, les rongeurs sont en sous-sol. Et d'ailleurs, ils ne dérangent personne. La seule difficulté avec les rongeurs, c'est quand ils viennent en surface. Alors, peut-on éradiquer efficacement ces rongeurs qui nous importunent ? Dans le 17e arrondissement de Paris, le maire a peut-être trouvé une solution en la personne de Jacques Dallemagne, 55 ans, chasseur de rats. Nous l'avons suivi dans une de ses opérations. Gantés, armés de pelles et de leurs armes chimiques secrètes, Jacques et son collègue Sylvain partent à l'assaut. On va avancer un peu, Sylvain. Tiens, là. Le point qui attire les rats, ce sont ces poubelles qui sont mal stockées, dans lesquelles, au fond, les rats ont fini par faire des trous. C'est un restaurant permanent pour les rats. Un rat, ça mange grosso modo entre 100 à 150 grammes par jour. Il trouve un reste de pizza, ça lui fait la semaine. Pour éliminer les rats, Jacques Dallemagne utilise une technique étonnante venue des États-Unis à base de glace carbonique. Alors la glace carbonique, c'est du gaz carbonique qui a été congelé. Quand on le met dans un espace clos, il se transforme en gaz carbonique. Le gaz descend au fond du terrier, chasse l'air, fait perdre connaissance au rat qui après meurt d'asphyxie, sans douleur, sans souffrance. Et quand il y a une quantité suffisante, ça suffit, hop, on rebouche, de façon à ce que le gaz descende bien au fond du terrier. Alors ceux qui sont là n'ont aucune chance de s'en sortir. Une méthode simple, très efficace, qui de surcroît est inoffensive pour les sols. On s'en sert pour faire de la cuisine moléculaire. On s'en sert aussi pour faire des nuages récréatifs dans les boîtes de nuit. Et comme vous pouvez le constater, c'est pas toxique. Par contre, c'est froid. Ainsi, 95% des rats seraient éliminés. Des résultats concrets
bien loin, selon Jacques d'Allemagne, de ceux obtenus par la mairie de Paris, qui aurait placé un peu partout dans la ville des pièges à rats à base d'anticoagulants. Un poison, certes, mais devenu, au fil du temps, inefficace. Ils en prennent une petite dose, pas suffisamment pour les tuer, mais suffisamment pour les rendre malades. Ils peuvent s'adapter et ils survivent. Ils survivent très rarement à une tapette à rats et un coup de pelle. Mais pour la mairie de Paris, peu importe la méthode employée pour batailler contre les rats, car le problème reste toujours le même. On ne peut pas dire qu'on va totalement enlever la présence de rats, puisque comme il y en a dans les sous-sols, à tout moment, il y en a un qui peut être tenté de repointer le bout de son museau en surface. Mais par contre, on arrive vraiment à baisser leur présence et à faire qu'on n'en croise quasiment plus dans certains jardins. Et puis dans d'autres, c'est beaucoup plus difficile parce que, par exemple, il y a en permanence une source de nourriture. Et ça, tant qu'il y a une source de nourriture, on peut toujours mettre les pièges qu'on veut. De toute façon, ils auront une démographie et une vitesse de reproduction tellement impressionnante qu'il y aura toujours une présence. La lutte contre les petits rongeurs semble donc perdue d'avance. Alors, pour ne pas être envahis en 2050, ce sont donc nos déchets qu'il va falloir traiter plus efficacement pour les faire disparaître de nos rues. Quelle solution s'offre à nous? Il en existe plusieurs. Mais vous allez le voir, elles font aussi peser sur nous de sérieuses menaces. La technique la plus utilisée, vous la connaissez, c'est l'incinération. Une méthode réputée très efficace et vertueuse depuis son apparition dans les années 60. Actuellement, l'incinération est encore la meilleure solution car on produit de la vapeur, de l'électricité et des cendres qui apparaissent comme un riche gisement métallique. Les teneurs en fer, en cuivre, en argent sont 10 à 100 fois plus importantes que celles des mines. Aujourd'hui, avec près de 130 incinérateurs situés principalement à côté des grandes villes, notre pays détient le plus grand parc d'Europe. Voici celui d'Issy-les-Moulineaux, une installation dernier cri. Derrière ce mur végétal, enfoui à 35 mètres sous terre, se cache un ogre qui avale 500 000 tonnes de déchets par an. 400 camions y déversent quotidiennement les 2/3 des déchets de l'Ouest parisien. Tout ce qui n'est pas recyclable. Ce qui est incinéré dans les déchets ménagers actuellement, c'est les déchets du quotidien qu'on n'a pas triés. Il n'y a jamais de tri une fois que vous avez tout mélangé dans votre sac poubelle. Le camion poubelle va collecter la poubelle noire chez vous et va directement aller à l'incinérateur. A priori, une solution miracle, d'autant qu'elle présente un avantage énorme. D'un côté, on brûle les déchets, de l'autre côté, on récupère de la chaleur pour faire de l'électricité. Les incinérateurs des 6 millions d'habitants de la métropole de Paris vont chauffer avec le système de chauffage urbain de nombreux bâtiments, dont les hôpitaux. Seulement, cette méthode de traitement des déchets n'est en réalité pas aussi idéale qu'il y paraît. Elle peut présenter des risques pour la santé de l'homme. Voici l'incinérateur de Vaux-le-Pénil, l'un des premiers mis en service en France en 1974, près de Melun, en Seine-et-Marne. 4 décennies plus tard, un scandale a éclaté. Il a été prouvé que l'incinérateur avait empoisonné en silence des dizaines de familles. Plusieurs cas de cancer rares ont été révélés près de l'incinérateur d'ordures ménagères de Vaux-le-Pénil en Seine-et-Marne. Une enquête judiciaire a été ouverte. J'ai eu une ablation du rein gauche, donc un cancer du rein et un cancer de la prostate. Mon mari est décédé des suites d'un cancer. J'ai eu un cancer de l'endomètre. Nous avons rencontré Isabelle Dufloc. Elle vit dans le village juste à proximité, à moins d'1 kilomètre de l'incinérateur. Installée là, depuis son enfance, elle a été témoin d'une véritable tragédie.
Je peux vous dire que moi, dans la rue de ma maman, pratiquement toutes les maisons, il y a eu un cancer. Isabelle a passé toute sa vie sous les fumées de l'incinérateur. Elle aussi a payé un lourd tribut. Son 4e enfant est né avec un rein atrophié. Et récemment, son mari a déclaré un cancer très rare et incurable. Là, ça a été fracassant pour nous. Bon. Comme tous ceux qui vivent ça, c'est un changement de vie, c'est difficile. La mort, elle est là. C'est au début des années 2000 que les habitants, confrontés à un taux anormalement élevé de maladies graves, commencent à soupçonner l'incinérateur, en particulier les fumées rejetées dans l'atmosphère. On avait les tables d'extérieur qui étaient recouvertes, comme à côté d'un feu de bois, de cendres noires, de petites cendres. Ça, c'était régulier. C'était des usines à l'époque qui étaient ce qu'on appelle les cheminées ouvertes. Donc tout partait à l'extérieur. C'est un peu barbecue, enfin, non, mais c'était, on s'imagine pas, quoi. Alors, en 2002, le ministère de l'Environnement procède à des analyses sur les fumées de l'incinérateur. Et les résultats sont accablants. Elles sont surchargées en dioxine, des polluants très toxiques. Vous avez des taux en termes de dioxine qui sont 2000 fois supérieurs aux normes, donc qui sont absolument énormissimes. C'est un chiffre tellement énorme que je crois qu'à ce moment-là, il y a eu une sorte de panique, de prise de conscience et d'obligation pour tout le monde de se dire « mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe ?» Malgré tout, à la publication des résultats, le préfet de l'époque minimise le problème et rejette tout lien entre les fumées et les malades de Volpénil. À notre connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de démonstration probante qui soit faite pour montrer quelle est la relation entre une infime quantité de dioxyde, même si ça dépasse un peu les normes que nous nous étions fixées, et l'état sanitaire de telle ou telle personne. Il faut savoir qu'on nous prenait pour des clowns quand même. Quand on a commencé à dire qu'il y avait des dangers, que c'était pas possible, on nous a pris pour des huluberlus. On exagérait, c'était n'importe quoi. Il faudra toute l'énergie de la maire du village voisin, Pascal Coffinet, et un long combat judiciaire pour faire reconnaître la responsabilité de l'incinérateur. L'élu ira jusqu'en Belgique pour trouver un laboratoire indépendant qui accepte d'analyser le taux de dioxine dans son sang. J'ai 41,5 picogrammes par gramme de lipides sanguins. Ce qui est beaucoup. C'est 3 fois à peu près la moyenne nationale. En 2004, la maire porte plainte contre X aux côtés des 165 habitants de sa commune pour mise en danger de la vie d'autrui, blessure involontaire et homicide involontaire. Après 15 années de procédure, le 11 octobre 2019, les plaignants obtiennent gain de cause. La commune d'agglomération de Melun-Val-de-Seine est reconnue coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de poursuite d'une installation classée non conforme. Elle est condamnée à 250 000 € d'amende. C'est une victoire historique parce que c'est la première fois qu'en France et même en Europe, on a une condamnation vraiment sur les dioxines, sur le risque causé à autrui. Donc on considère aujourd'hui qu'effectivement, le fait d'être exposé à des dioxines cause un risque mortel et donc nécessite d'être sanctionné. Malgré cette victoire, les dommages liés à cette pollution sont irréversibles. Isabelle culpabilise, elle a l'impression d'avoir empoisonné ses enfants à petit feu, sans s'en apercevoir. Ils sont inquiets et ils ont le droit de l'être. Quand ils me disent est-ce qu'on a un risque, je ne peux pas leur dire non. Vous avez vécu toute votre vie, la dioxine, vous l'avez eue sous le panache toute votre enfance, toute votre adolescence, tout le temps vous êtes resté ici. Heureusement, quelque part, vous avez quitté la maison, mais le danger, il y est. Et le danger, il ne sera pas forcément aujourd'hui, il sera peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans.
Mais alors, faut-il craindre d'autres scandales comme celui de Volpénil en France? Les choses auraient bien changé aujourd'hui. Incinérateur de première génération, Volpénil aurait été l'une des dernières installations dangereuses à avoir fonctionné en France. À l'époque, les fumées étaient quasiment pas traitées. Alors on a commencé à se préoccuper au début des années 90. Et plus ça allait, plus on s'est dit, oulala, ça va pas, ce que ça envoie comme fumée, c'est mauvais pour l'environnement, pour la santé, etc. Jusque-là, on avait développé une technologie qui était quand même de la combustion de déchets, y compris dangereux, à proximité des populations, sans trop s'inquiéter de quel allait être l'impact environnemental. Depuis, on a eu un arrêté en 2002 qui a quand même fixé les émissions, les seuils qu'il fallait respecter. Mis à l'arrêt en 2002, l'incinérateur de Volpénil a été remplacé l'année suivante par une nouvelle installation avec des cheminées fermées, équipées de filtres, pour empêcher les émanations de dioxine. Dorénavant, tous les incinérateurs de France seraient conçus avec cette protection, comme celui d'Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Mais pour autant, les risques sanitaires ont-ils totalement disparu? En réalité, vous allez le voir, pas forcément. Car le problème de nos ordures ménagères qui partent à un incinérateur, c'est que vous pouvez y mettre tout et n'importe quoi, sans que personne ne contrôle rien. On voit bien des gens qui s'emmerdent pas, qui mettent de l'huile, qui mettent des déchets ménagers d'entretien, ou bien qui mettent des piles, enfin des choses qui contiennent vraiment des produits ou des composés chimiques dangereux. Et tout ça est emmené dans les grands incinérateurs. L'inquiétude demeure parce qu'en fait, on ne sait jamais ce qu'on brûle dans un incinérateur. Donc on ne sait jamais exactement quel type de molécule va sortir de ce cocktail. Donc c'est très difficile d'adapter les normes d'émission à l'évolution des objets qu'on va y brûler. D'ailleurs, plusieurs médecins ont déjà alerté sur les dangers des incinérateurs, même les plus modernes, comme le professeur Bellepomme. Les professionnels de l'incinération nous disent c'est pas très grave, on met des filtres. Et on sait depuis, bien sûr, de façon formelle, que c'est pas parce qu'on met un filtre au bout d'une cigarette qu'on évite l'apparition d'un cancer du poumon. Ce qu'émettent les incinérateurs, et c'est le cas ici comme ailleurs, ce sont ce qu'on appelle des substances CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Et puis il y a un autre problème. Ces incinérateurs ne font jamais complètement disparaître les déchets. Il reste toujours des résidus, eux aussi dangereux. Ce sont ce qu'on appelle des mâches-fer, qui sont en fait une partie des déchets qui, une fois que la combustion a été faite, n'ont pas disparu du fait de la combustion. Donc quand on brûle des déchets dans un incinérateur, en fait, on a l'impression que ça part en fumée. En réalité, on a plutôt tendance à réduire en volume les déchets, mais à concentrer aussi la toxicité sur des plus petits volumes qu'il faut, là encore, toujours traiter. Il y a eu, bien sûr, des progrès maintenant, on est en 2020, en ce qui concerne l'incinération. Ceci étant dit, tout brûler, c'est pas non plus la solution. Il y a un dernier détail que vous ignorez probablement. Pour nous inciter à moins jeter, les futurs incinérateurs construits en France seront prévus pour traiter moins de déchets qu'aujourd'hui. Les objectifs aujourd'hui qui sont fixés dans le cadre des textes législatifs vont vers une diminution de la production des ordures ménagères résiduelles. Si effectivement on n'arrive pas à diminuer la quantité de déchets globale, et on ne va pas dans ce sens-là puisque nous avons une augmentation de la population qui fait que nous avons tout de même de plus en plus de déchets à traiter. La situation peut être inquiétante. Mais alors que faire si malgré tout nos ordures continuent à augmenter de manière exponentielle? Alors que chaque Français jette déjà aujourd'hui, à lui tout seul, 514 kilos de déchets par an. Il va peut-être falloir revenir à une vieille technique, largement utilisée en France jusque dans les années 60, l'enfouissement. Mais vous allez le voir, ce n'est pas la panacée non plus pour la planète. Nous sommes à Balançon, dans le Var.
Cette montagne cache plus de 10 millions de tonnes de déchets, déversés depuis 40 ans. Et pourtant, à l'œil nu, ces collines pourraient presque passer pour des vallons naturels. Et c'est bien là tout le problème, car en réalité, elles abritent un cocktail explosif. Le principal inconvénient de la décharge, c'est que, notamment tout ce qui est fermentescible, c'est-à-dire les déchets de cuisine, les déchets de jardin, ça fermente, ça fait ce qu'on appelle du biogaz. Dans le biogaz, il y a du méthane. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre puissant. Du coup, ça a un impact sur le changement climatique relativement important. Aujourd'hui, environ 30% de nos ordures sont traitées par cette méthode de l'enfouissement peu écologique. Les solutions pour nous débarrasser de nos déchets non recyclables sont donc peu nombreuses et non sans risque. Et il y a pire, car depuis quelques années, on voit se développer dans nos campagnes un phénomène pour le moins inquiétant. Un fléau qui a même coûté la vie au maire de Signes, une petite commune du Var, en août dernier. Jean-Mathieu Michel a été renversé lundi dernier par un fourgon qui déversait illégalement des gravats sur une route de la commune. Sa mort a ému de nombreux autres maires bien au-delà du village. Et ce matin, plus de 150 élus de la région se sont joints au cortège. En fait, le maire du village avait tenté d'empêcher 2 ouvriers du bâtiment de déverser illégalement des déchets sur le bord d'une route. Cela lui a coûté la vie. Il faut qu'aujourd'hui on prenne conscience que ces problèmes de déchets dans la nature, c'est pas que Signes, c'est tous les maires qui ont ces problèmes-là. Alors, si rien n'est fait, la France de 2050 pourrait-elle devenir une poubelle géante? Imaginez alors les abords du château de Chambord envahis d'ordures. Et les plages du pont du Gard, elles aussi défigurées. Ou le Champ de Mars à Paris, méconnaissable. Croyez-le ou pas, mais ces vues désolantes pourraient bientôt ne plus relever de la fiction. Car regardez, cela est déjà une réalité en 2020 dans certaines campagnes. Voici la plaine de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, près de Paris. Incroyable, ces anciennes terres maraîchères se sont transformées en décharges géantes. Plus de 7000 tonnes de déchets abandonnés sur une surface équivalente à 11 terrains de football. Ici, en forêt de Fontainebleau, 50 000 litres de déchets ont eux aussi été abandonnés en août 2019, l'équivalent de 400 baignoires de sacs poubelles. Dans toute la région parisienne, 130 décharges sauvages ont ainsi été recensées grâce au signalement de citoyens. En France, au total, il y en aurait environ 500, et ce chiffre n'est qu'une estimation. Les décharges sauvages, par définition, elle est sauvage, donc on ne sait pas où elle est. Des fois, on peut en découvrir tous les jours. Il y a des milliers, je pense, de petits chanteloups. Plus grave, ces dépôts sauvages pourraient bien, eux aussi, nuire gravement à notre santé. « 8 septembre 2050, dans la Creuse. La petite ville de Guéret a été placée sous haute surveillance. Les habitants d'un immeuble de la périphérie ont dû être évacués en urgence. Une équipe de reporters est sur place. Nous sommes à Guéret, dans la Creuse, devant la résidence de La Fontaine. Cette nuit, plusieurs habitants de l'immeuble qui se trouve juste derrière moi ont fait appel au secours pour des maux de tête, des vomissements et des vertiges inexpliqués. D'après nos informations, une personne âgée serait même décédée. Ces symptômes ressemblent étrangement à ceux d'une intoxication. Et les enquêteurs se demandent si cela ne pourrait pas avoir un lien avec un dépôt sauvage d'ordures qui a eu lieu la veille à quelques dizaines de mètres de l'immeuble, dans la forêt voisine. Ce scénario vous paraît surréaliste? Eh bien, détrompez-vous. Une fois encore, nous ne sommes pas loin de la réalité. Et vous allez comprendre pourquoi.
Nous avons accompagné dans la forêt d'Armainvilliers, à une trentaine de kilomètres de Paris, un agent de l'ONF, l'Office national des forêts, Franck Saint-Hippolyte. Depuis quelques années, il découvre régulièrement des décharges clandestines, car dans la forêt, pas d'éclairage public. Et souvent des petits voyous profitent de la nuit pour déverser des monceaux d'ordures. Aujourd'hui ne fait pas exception. Ces équipes ont eu une mauvaise surprise. Wow. On est arrivé. Le dépôt, il est là. À quelques mètres seulement de la départementale, nous apercevons le désolant spectacle au pied de grands chênes. Donc, vous avez vu en arrivant, un beau petit dépôt qui est là depuis 2-3 jours. Là. Il y a 4-5 mètres cubes. On va aller jeter un œil là-bas. Gravats, polystyrène, seaux de peinture, ce que l'on ignore souvent, c'est que ces déchets sont très toxiques pour la nature. Ça a l'air vide, mais bon, on voit qu'il y a eu des écoulements. Tout ça, c'est des choses avec des risques de pollution, donc il faut essayer d'enlever ça assez rapidement pour pas que ça ait le temps de contaminer les sols. Ces déchets sauvages constituent une véritable bombe à retardement. Si vous imaginez un tas de déchets posés par terre, eh bien ces déchets, petit à petit, vont se décomposer. C'est là où les substances polluantes se dégagent dans l'environnement. Ça empoisonne les sols, ça peut empoisonner les plantes, ça peut empoisonner l'eau qui finira par polluer les nappes phréatiques. L'eau va être toxique pour les plantes et pour les êtres vivants qui y vivent, mais aussi pour l'être humain qui va après la consommer ou l'utiliser pour son agriculture. Et c'est là où ça pose un problème. Voilà pourquoi dans la plus grande décharge sauvage de France, à Chanteloup-les-Vignes, les hectares de déchets ont fini par tuer les anciennes terres maraîchères. Aujourd'hui, seules les mauvaises herbes et les fougères parviennent à y survivre. Du coup, pour éviter le pire dans les forêts, les équipes de l'ONF jouent plus souvent les éboueurs que les paysagistes. Le temps qu'on y passe et l'argent qu'on mobilise pour ces activités-là, c'est autant de temps et d'argent qu'on n'utilise pas pour vraiment s'occuper de la forêt. Bon, c'est bon les gars, vous pouvez y aller. Hein. Rendez-vous compte, chaque année, l'ONF ramasse 1500 tonnes de déchets, rien que dans les forêts d'Île-de-France. Et il y a bien plus préoccupant. Car depuis peu, les agents découvrent des déchets encore plus dangereux que les autres. Ils les conservent dans leur zone de stockage. On les appelle les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Là, par exemple, on a un photocopieur. À l'intérieur, il y a des composants électroniques, il y a de l'encre, il y a tout un tas de produits qui, ceux-là, sont polluants. Vont, avec l'humidité de la forêt ou avec la pluie qui va tomber dessus, tombent directement dans le sol et viennent polluer les sols forestiers. Vieilles photocopieuses, machines à laver, frigidaires cassés, voire des ordinateurs. Ces déchets électriques et électroniques, très toxiques, se retrouvent eux aussi de plus en plus souvent dans la nature. Et pour cause, nous sommes devenus boulimiques de ce type d'appareil. Eh bien, l'électronique connaît évidemment un très fort développement depuis une cinquantaine d'années. Et donc, elle est par exemple maintenant quotidienne dans la vie des ménages. On a, ici il y a une télé, on a un smartphone, on a une Hi-Fi, on a des écrans, on a tout ce que vous voulez. Ce qu'on achète, je crois que c'est à peu près 700 millions d'appareils par an. Et ça représente à peu près 1 600 000 tonnes. Ce qui fait que le volume de déchets d'équipements électriques et électroniques augmente. C'est à la fois qu'on en achète plus, on s'équipe plus, mais aussi parce que la durée de vie raccourcit. Et forcément, ce qu'on achète deviendra un déchet un jour ou l'autre. Chaque année, la production de déchets électroniques et électriques augmente de 17%, beaucoup plus rapidement que les ordures ménagères. Et ce sont précisément ces déchets, très toxiques pour la nature, qui pourraient bien finir par nous rendre très malades. Repartons à Guéret, dans la Creuse, en 2050. Rappelez-vous, les habitants de ce petit immeuble semblent tomber comme des mouches, foudroyés par de violents malaises. Après enquête de la police scientifique,
Ce serait en fait l'eau du robinet de l'immeuble qui les aurait empoisonnés, après avoir été elle-même contaminée par des déchets dangereux. Les investigations ont mené au château d'eau voisin, où la police a découvert des ossatures de déchets électroniques. Selon toute vraisemblance, des malfaiteurs auraient démantelé ici des ordinateurs, des téléviseurs et des téléphones pour en récupérer les matières précieuses. Ainsi entreposés pendant plusieurs jours à ciel ouvert, les composants de ces appareils auraient fui et pollué la nappe phréatique. Cette fiction, aussi fantaisiste semble-t-elle, ressemble pourtant déjà au quotidien de certains habitants de notre planète. Preuve en est le drame qui se noue actuellement dans de nombreux pays africains ou asiatiques, comme ici, en Thaïlande. À une centaine de kilomètres au sud de Bangkok, voici la province de Chao Sango. C'est ici que vit Madame Payao. Cette dame est inquiète car l'eau du puits qu'elle consomme chaque jour a changé de couleur. Avant, l'eau était transparente, mais maintenant, elle est devenue orange. Et Madame Payao est persuadée que c'est à cause de cette décharge, située tout près du village. Des piles d'écrans, d'électroménagers, des kilomètres de câbles et de plastique calciné. Ça et là, des fumées noires qui s'élèvent comme un incendie localisé. Ce sont des restes d'appareils recyclés illégalement dans des ateliers clandestins thaïlandais. Ils valent de l'or pour ces populations locales, car ils contiennent notamment du cuivre que les ouvriers revendent pour se dégager un petit revenu mensuel. Le problème, c'est que ces déchets renferment aussi des substances dangereuses pour l'homme, comme le plomb, le nickel ou encore le cadmium. Il peut y avoir des contaminations des milieux, de la nappe phréatique, de l'eau, voire des sols qui font qu'on a de l'eau imbuvable ou des sols qui ne sont pas cultivables. Tant que ces produits sont contenus dans l'objet, tout va bien. Et une fois les appareils décortiqués, ces matières toxiques vont polluer la nature, entraînant des maladies chez l'homme. D'ailleurs, Madame Payao présente des symptômes très préoccupants. Bien sûr que je suis inquiète pour ma santé. J'ai déjà perdu 6 kilos sans aucune raison. Je suis en colère, je me sens si mal. On n'en veut pas de ces déchets. Pourquoi dans notre village, on devrait s'occuper de tous ces déchets venus d'ailleurs? On sait que c'est sûr et certain que le fait de vivre et de travailler dans une décharge de déchets électroniques réduit votre espérance de vie aux alentours de 40 à 50 ans. Ces maladies, causées par les déchets électroniques, vous semblent certainement très loin de nous. Pourtant, vous allez le comprendre, elles pourraient bien nous affecter un jour, plus vite que vous ne le pensez. Car il y a un détail que l'on ne vous a pas dit. Ces déchets électriques et électroniques qui rendent les Thaïlandais malades proviennent en réalité, en grande majorité, de chez nous. Ce sont 70% des déchets électriques et électroniques des pays occidentaux qui finissent dans les décharges des pays pauvres. Ils arrivent tous les jours par containers entiers. Et il y a comme un hic, car récemment, plusieurs pays asiatiques, dont la Thaïlande, ont annoncé qu'ils allaient désormais refuser les déchets électroniques des pays riches. Les pays du sud-est asiatique ne veulent plus être la poubelle des pays riches et ils le prouvent. Du coup, plusieurs d'entre eux ont décidé de retourner à l'envoyeur des conteneurs de déchets illégalement importés, du plastique, des ordures ménagères ou même des produits dangereux. Et cela concerne la France qui va devoir récupérer plusieurs conteneurs en provenance d'Indonésie. Il y a encore un continent qui accepte de traiter ces déchets extrêmement nocifs. C'est l'Afrique. Mais pour combien de temps encore? Car le jour où les portes se fermeront là aussi, que se passera-t-il chez nous? Je pense qu'on aura un problème à court terme puisque nous n'avons pas du tout la capacité de traitement en France pour absorber l'ensemble des déchets d'équipements électriques et électroniques produits par les Français. En effet, aujourd'hui, en France, à peine un déchet sur deux est traité.
Ces machines à laver, par exemple, sont tout simplement broyées. Aujourd'hui, recycler un produit, ça veut dire le broyer, récupérer quelques poignées de métaux, mais on ne récupère pas l'intégralité des métaux qui se trouvent dans les produits aujourd'hui. Pour ce qui est des déchets électroniques, comme nos ordinateurs, tablettes, smartphones, très peu d'entreprises françaises les recyclent, car ce n'est pas très rentable. Il n'y a pas eu d'éco-conception pour le démontage facile et le recyclage facile de ce type de produit. Et que par conséquent, une fois que le produit ne marche plus, on vous dit « ah ben non, ça vaut pas le coup parce que si j'essaie de le réparer, ça va vous coûter plus cher que d'en racheter un neuf. » L'industrie n'a pas intérêt aujourd'hui à faire du recyclage. Le recyclage, c'est une opération qui n'est pas très rentable. C'est coûteux de recycler, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental. Plus le déchet est dangereux, plus il va coûter cher à gérer, donc plus il risque effectivement de finir dans une filière plus ou moins illégale ou bien abandonné tout simplement dans la nature. Et on va se retrouver avec un phénomène global d'empoisonnement à cause de nos déchets électriques et électroniques. Des ordures ménagères qui nous envahissent, en même temps qu'une cohorte d'indésirables. Des déchets toxiques dans la nature qui nous empoisonnent. 2050 s'annonce bien sombre. Et le pire, vous allez le voir, reste peut-être à venir. Car il y a un déchet que tout le monde jette aujourd'hui, qui semble presque indispensable, et qui pourtant risque de polluer les 2/3 de la surface de la Terre. À tel point que, sans le savoir, vous pourriez même le retrouver dans vos assiettes. Regardez cette vidéo. Elle a fait le tour du monde. Ce plongeur britannique nage littéralement dans un océan de déchets plastiques, sous une couche si dense qu'elle cache la surface de l'eau. Nous sommes au large des côtes balinaises, sur un site connu des plongeurs du monde entier. Ils viennent y admirer ces magnifiques raimentas qu'on aperçoit au milieu des détritus. Avant, elle nageait dans une eau cristalline. Seulement voilà, depuis quelques années, des nappes de déchets viennent se déverser au large des côtes. Des images particulièrement choquantes qui témoignent d'un désastre écologique. On a tous vu cette vidéo. J'ai pas besoin de la regarder plus, cette vidéo, je la connais très bien. Elle a fait le tour du monde. Pas trop top, ça a donné une mauvaise publicité pour Bali, donc, et pour l'Indonésie, ça a découragé beaucoup de plongeurs. Dex est instructeur de plongée. Il vit en Indonésie depuis plus de 20 ans et pendant toutes ces années, il a vu la mer se métamorphoser. Le plastique, c'est une des grands problèmes qu'on a mondialement. On le voit partout. Sur l'eau, même sur la plus belle plongée au monde, tu vas trouver quelque chose. Il y a toujours un déchet quelque part. J'ai vu les récifs vraiment chuter, les populations de requins chuter, les déchets augmenter dans les océans. Et pour lui, la plongée telle qu'il l'a connue à ses débuts appartient au passé. Ça va juste être beaucoup moins intéressant et moins plaisant. Il va toujours y avoir des gens qui vont pouvoir essayer la plongée, mais ça ne sera jamais ce que c'était il y a 20 ans, ce que c'est maintenant. C'est juste très dommage pour les générations futures. Comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire? Pour le comprendre, nous avons emboîté le pas à une association locale, Trash Hero, qui lutte contre la prolifération des déchets jetés dans la nature. Contrairement à ce que vous pensez probablement, tout le plastique que vous voyez dans l'eau n'a pas été jeté directement dans la mer ou sur les plages. All the sea
Cette mer remplie de plastique, cette plage remplie de plastique, c'est un cauchemar. La réalité, c'est que 80% de ce plastique provient de la terre, des villages, des gens. Alors nous avons décidé de remonter à la source de ces ordures, dans le centre de l'île. Et lorsque nous approchons, des odeurs nauséabondes apparaissent. Et pour cause. Voilà ce que nous découvrons en prenant de la hauteur. Une montagne de déchets, des dizaines de mètres de détritus entassés. L'équivalent de 3 décennies de déchets abandonnés par les villageois. Et parmi eux, une quantité impressionnante de plastique. À Bali, comme dans beaucoup de pays pauvres, les systèmes de collecte sont presque inexistants. Du coup, dans les villages, on s'organise comme on peut. Depuis des années, les gens ont jeté leurs ordures à cet endroit, car il n'y avait pas de déchetterie. Ils ont donc converti ce lieu en décharge illégale. Qu'auraient-ils dû faire avec leurs déchets ? Et le gros problème, c'est que cette décharge illégale est située juste au-dessus d'une rivière. Donc, à la saison des pluies, avec les abondantes chutes d'eau, plusieurs tonnes de déchets, et notamment de plastique, sont entraînées vers la rivière. Emportés par les courants, ils finiront dans la mer. Qui fera les frais de notre surconsommation de plastique ? Car le plastique a envahi notre quotidien. Regardez autour de vous. De l'ordinateur aux emballages, en passant par les bouteilles en tout genre, les sacs des courses, les biberons, le plastique est partout. Et bon nombre de ces produits ne seront utilisés qu'une seule fois avant d'être jetés. Cette frénésie de plastique remonte aux années 60. Il y eut l'âge de pierre, l'âge du fer, l'âge du feu. Léo Ferré l'a dit, nous vivons le temps des matières plastiques. Les matières plastiques épousent toutes les formes de l'univers humain. Les fleurs, pas plus que les lunettes, que les bouchons, que les portefeuilles ou que les jeux, n'échappent à la plastification. À l'époque, le plastique semblait avoir toutes les qualités. Le plastique, au départ, il était fait pour durer longtemps. Il est pas cher, il est léger, il est imputrescible et on peut en faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc on a du plastique partout. Seulement voilà, dans les années 70, certains esprits visionnaires pointent déjà le problème. Les déchets plastiques vont s'accumuler. Le véritable problème des plastiques se posera d'une façon catégorique d'ici 10 à 15 ans. La catastrophe qui s'annonce alors est largement sous-estimée. Car dans les années 2000, la production de plastique explose. Résultat, en seulement 65 ans, l'homme a produit 9 milliards de tonnes de plastique dans le monde, selon un rapport de l'ONU. Et d'ici 2050, cela pourrait encore doubler. Et les chiffres donnent le vertige, d'autant que, comme à Bali, dans tous les pays du monde, les déchets plastiques jetés sur Terre finissent irrémédiablement dans la mer. C'est assez catastrophique parce que ça veut dire que vraiment on est face à une mer qui devient une grande poubelle. Tous les pays aujourd'hui, tous les continents du monde rejettent des déchets plastiques dans l'océan et c'est une pollution qui va en augmentant, c'est-à-dire chaque année s'accumule plus de tonnes et de milliers de tonnes de déchets que l'année précédente. Globalement, ce qu'on sait, c'est qu'on amène un camion benne par minute dans les océans. Et ça va être marqué pour toujours dans l'histoire de la Terre, comme une cicatrice. Aujourd'hui, la quantité de plastique accumulée dans les océans est effarante. 150 millions de tonnes. Et avec les courants marins, ils circulent partout sur le globe. Si bien qu'à certains endroits, les déchets s'agglutinent pour former des masses qui grossissent de jour en jour.
La plus célèbre d'entre elles, c'est ce qu'on a appelé le 7e continent, situé quelque part entre Hawaï et la Californie. Quand on parle de continent, en fait, il ne faut pas s'imaginer un continent en dur sur lequel on pourrait par exemple marcher. Qu'en fait, on parle de ce qu'on appelle des gyres, c'est-à-dire des zones dans l'océan où les courants vont se retrouver et vont former des espèces d'ouragans, on va dire. Ça fait comme un vortex, ça tourne en rond. Et avant, en fait, on trouvait du bois dans ces gyres. Maintenant, on trouve beaucoup de plastique. C'est comme si vous aviez une soupe avec plein de morceaux de plastique à l'intérieur. Une soupe extrêmement dense qui représenterait en surface un tiers de l'Europe. Soit, rendez-vous compte, 6 fois la superficie de la France. Patrick Dexon, navigateur et explorateur, est le premier à s'être rendu sur place pour étudier le 7e continent. C'était en 2013. On arrivait avec le voilier, c'était dans la nuit. Et à un moment donné, le bateau s'arrête. Plus de vent, plus rien. Donc on sort, on est un peu surpris. Et là, on peut constater qu'autour de nous, en fin de compte, il y avait énormément de plastique. Bien sûr que ça nous a un peu révoltés quand on arrive sur place, qu'on est à 2000 km des côtes. Il n'y a pas un humain. Et on voit l'impact de l'homme dans ces milieux-là. On se dit, waouh! Mais les scientifiques n'étaient pas au bout de leur déconvenue. Cette triste découverte allait en entraîner bien d'autres. Regardez ces images chocs. Un cachalot échoué sur une plage, mort à cause du plastique. Et puis cette otarie, prise au piège dans les filets en plastique abandonnés par des pêcheurs. En Australie, cette baleine qui agonise sur la plage est littéralement en train de suffoquer. Elle a ingurgité 6 mètres carrés de bâches en plastique qui ont fini par bloquer son système digestif. Pendant des semaines, elle n'a pas pu s'alimenter. Ou encore celle-ci, retrouvée en Italie. C'est la 5e en 5 mois à s'échouer sur les côtes italiennes. Elle avait 22 kilos de plastique dans l'estomac. Les plastiques peuvent être un danger déjà mortel, c'est-à-dire que quand c'est des gros déchets plastiques, il peut y avoir des morts par suffocation, par étouffement, par étranglement. Les animaux vont se piéger dans des déchets plastiques et vont plus pouvoir sortir. On a à peu près 14 000 mammifères marins par an qui meurent de ça, qu'on retrouve sur nos plages. 14 000 morts par an. Une véritable hécatombe. Il va y avoir des impacts sur la reproduction de ces animaux à terme, sur leur capacité à s'alimenter, sur leur durée de vie, leur longévité. Et les oiseaux marins ne sont pas non plus épargnés. Comme en témoignent ces images d'un oiseau disséqué par une scientifique australienne. Attention, ces images sont très dures. Oui, l'estomac est vraiment rempli, plein de plastique, complètement rempli de plastique. Oh, regarde-moi ça. Il n'y a aucun doute. Cet oiseau est mort à cause du plastique. J'ai compté 234 morceaux de plastique pour ce seul oiseau. Ce plastique qu'on a pesé représentait 15% du poids de l'oiseau. C'est effrayant. Si on rapporte cela aux humains, c'est encore pire. Cela voudrait dire que tu pourrais avoir 6 ou 8 kilos de plastique dans ton estomac. C'est l'équivalent de 12 pizzas à l'intérieur de ton ventre. Aujourd'hui, 90% des oiseaux marins ont des fragments de plastique dans leur estomac. Et chaque année, 1 400 000 en meurent. Et vous pensiez peut-être que le plastique restait en surface ?
Eh bien, détrompez-vous. La contamination va bien au-delà de tout ce qu'on imagine. Nos océans sont pollués jusque dans leurs profondeurs les plus abyssales. Les images sont sans appel. À 300 mètres sous le niveau de la mer, là aussi des bouteilles, des pneus, des sacs plastiques jonchent les fonds marins. Et ce n'est pas fini. Il faudra évoluer sur plus profond et on va continuer à essayer de voir si on peut trouver des plastiques en descendant un peu. En 2019, des chercheurs ont identifié du plastique à plus de 11 000 mètres de profondeur, quasiment dans les entrailles de la Terre. Imaginez un robot qui arrive au fond des océans. La première chose qu'on voit, on imagine qu'on a une grande diversité là-bas. Enfin, on va chercher la vie, on trouve un sac plastique. Je vous la fais rapide. On a à peu près 100 millions de tonnes qui flottent à la surface, mais ça ne représente qu'1% de la pollution plastique. Les 99% de la pollution, on ne la voit pas. Si rien ne change, en 2050, selon une étude de la Fondation Ellen MacArthur, les océans devraient contenir plus de plastique que de poissons. Et ce que vous n'imaginez pas, c'est que ce plastique va bientôt envahir votre assiette. Boulogne-sur-Mer, le 8 septembre 2050. Dans la famille de Michel, on est marin-pêcheur de père en fils depuis 4 générations. Et comme tous les matins, depuis plus de 30 ans, Michel prend sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il ne montera plus jamais à bord de son bateau. Un arrêté préfectoral est tombé dans la nuit. La pêche et la consommation de poissons sauvages sont désormais strictement interdites pour une durée indéterminée. Dans le port de pêche de la ville, tous les bateaux sont taqués. Et depuis l'aube, la gendarmerie est sur les lieux pour sécuriser la zone et en interdire l'accès. Bonjour messieurs. Bonjour madame. L'accès au port de pêche est interdit. Comment ça interdit En fait, nous avons un arrêté préfectoral. Non, mais attendez, moi je suis marin-pêcheur, comment je fais? Faut que j'aille travailler madame. Je sais bien que c'est compliqué pour vous, mais voilà, l'arrêté préfectoral est là. Attendez, c'est quoi ces conneries? Moi faut que j'aille travailler madame. Non mais c'est mon bateau qui est là-bas, qui m'attend. C'est bloqué. C'est terminé. Le poisson ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Car ce 8 septembre 2050, les poissons de l'océan Atlantique sont devenus définitivement impropres à la consommation. Ils sont tellement remplis de plastique qu'ils sont désormais toxiques pour les humains. Alors, la réalité va-t-elle rejoindre la fiction? Tout indique aujourd'hui que c'est plus que probable. Car ce plastique, après avoir envahi les océans, pourrait effectivement finir dans notre alimentation. Et voici pourquoi. Le problème de la plupart des plastiques, c'est qu'ils ne sont pas biodégradables. Ils se décomposent lentement en tout petits morceaux qu'on appelle des microplastiques. Des fragments d'une taille inférieure à 5 mm.
Comment ça va se passer? Quand vous mettez une bouteille en plastique, par exemple, à la lumière, qu'est-ce que vous voyez? En fait, il commence à devenir jaune, seul le plastique. Là, on parle d'oxydation. C'est le premier phénomène qui arrive, en fait, qui va commencer à fragiliser le plastique. Et ensuite, par l'action mélangée, en fait, des UV, des vagues, de l'abrasion, de la lumière, on va avoir aussi une transformation de ces plastiques, en fait, en plus petits morceaux. Donc il va devenir quasiment indétectable petit à petit, mais il sera toujours là. En réalité, la particule plastique sera toujours là. Et donc là, ça va être des pollutions plus insidieuses. C'est cette pollution invisible que nous a montré un militant écologiste. À Cap-Breton, dans les Landes, nous avons retrouvé Benjamin Carboni. Il a créé Clean Walker, un mouvement de ramassage citoyen qui rassemble plusieurs milliers de personnes à travers la France. En hiver, les plages ne sont pas nettoyées et le plastique est partout. Ça permet de prendre conscience de ce que l'océan nous renvoie à chaque marée. Et au-delà de ramener du bois ou autre, ça ramène aussi énormément de déchets plastiques. Et je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour prendre conscience à la fois de la beauté de notre planète et en même temps de ce qu'on est en train de lui faire, quoi. Mais au-delà de ces bouteilles, de ces seaux, de ce matériel de pêche, ce que Benjamin veut mettre en évidence pour nous, ce sont les fameux microplastiques, ces tout petits fragments qui se mélangent insidieusement au sable. Pour cela, Benjamin nous propose une expérience toute simple. Sur une zone de 50 cm², il ramasse du sable qu'il passe dans une passoire. Donc sur cette zone-là, j'ai prélevé le sable qui est présent ici. En fait, en tamisant un petit peu le sable, on va voir apparaître tout le plastique qui est présent dans le sable. Et là, au fond de la passoire, apparaît une toute petite boule presque transparente. Elle passe quasiment inaperçue et pourtant, c'est bien du plastique. Donc ça, c'est ce qui est présent dans nos océans et qu'on ne voit pas. C'est ça le microplastique. Il faudrait rester des années que j'en trouverai toujours autant. Quelques pelletées plus tard, plusieurs dizaines de particules de plastique flottent dans sa bouteille. Ce sont précisément ces petits morceaux qui peuvent finir un jour dans notre estomac. Car les poissons les confondent avec leur propre nourriture. On a autant de microplastiques aujourd'hui que de zooplancton. Le zooplancton, c'est la base de la chaîne alimentaire. Donc ça veut dire que dans l'assiette du poisson aujourd'hui, on a une chance sur deux en fait pour le poisson de manger du plastique. Donc en fait, il va nous revenir. Aujourd'hui, quand vous mangez des crustacés, des mollusques, vous êtes à peu près sûr de manger des microparticules de plastique. Par exemple, on sait que quand on mange une portion de moule, on va avoir 250 particules de plastique. Ingérées par l'homme, ces microparticules de plastique que l'on retrouve dans les poissons et crustacés ne sont pas anodines, loin de là. On sait qu'à l'intérieur de ces plastiques, il y a des produits chimiques qui vont pouvoir être relargués dans notre corps. Comme on sait qu'il y a un impact sur les animaux, forcément, en fait, on imagine qu'il y a aussi un impact sur l'homme. Voilà pourquoi, en 2050, dans les ports français, la pêche pourrait être définitivement interdite. Pour les pêcheurs et les consommateurs, les poissons et les crustacés pourraient bientôt appartenir aux contes et légendes. Les poissons, c'est la dernière réserve, disons, alimentaire, on peut dire sauvage. Or, les stocks de poissons diminuent. Ils diminuent d'une part parce qu'il y a la surpêche, avec des navires-usines, mais aussi parce que les poissons meurent à cause de ces déchets plastiques ou toxiques. Alors, pour ne pas courir à la catastrophe, que pouvons-nous faire? Certains déploient toute leur énergie à inventer des solutions pour endiguer les torrents de plastique qui se déversent dans les océans. Il y a par exemple le projet fou de Boyan Slat, un jeune militant écologiste néerlandais de 25 ans. Il a inventé cette gigantesque bouée, 600 mètres de long, destinée à ramasser les déchets dans les océans. L'idée paraît géniale, malheureusement, elle est un peu vaine.
Et c'est des projets qui coûtent des millions et qui sont complètement inefficaces. Alors les gens nous disent, ouais, mais même s'ils ramassent 1%, ouais, mais s'ils ramassent 1%, il y a 99% qui vont arriver le lendemain. C'est très bien de faire du nettoyage, mais on va pas trouver la solution en mer. On ne pourra pas nettoyer les océans. Les solutions, elles sont forcément à terre. Quand on a une fuite d'eau, on peut éponger pendant des années. Mais si on tourne le robinet et qu'on arrête le robinet, c'est là qu'on va trouver la solution. La solution, le jeune néerlandais n'a de cesse de la trouver. En 2019, il a donc présenté Interceptor. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment nous allons fermer le robinet. Nous allons vous faire découvrir une invention merveilleuse. Cette sorte de barge high-tech est censée intercepter les déchets dans les rivières avant qu'ils ne se déversent dans la mer. 2 sont déjà opérationnelles en Indonésie et en Malaisie. Elles peuvent collecter jusqu'à 50 tonnes de déchets par jour, grâce à ce grand tapis roulant qui aspire. D'ici 5 ans, leur inventeur espère s'attaquer aux 1000 rivières les plus polluées du monde. Mais en finirons-nous un jour avec cette accumulation de déchets partout dans le monde, contre lesquels la lutte semble parfois désespérée? Il y a de quoi s'interroger, car l'homme a été jusqu'à polluer ce que l'on imaginait être un sanctuaire imprenable. À plus de 8000 mètres d'altitude, l'Everest est devenu la plus haute décharge du monde. Victime d'alpinistes peu scrupuleux qui abandonnent canettes, bouteilles, matériel d'escalade et excréments. Une véritable catastrophe à laquelle les Népalais ont décidé de riposter. Dorénavant, chaque touriste qui grimpe sur le toit du monde doit redescendre obligatoirement 8 kilos de déchets qu'il aura ramassés en plus des siens. S'il ne le fait pas, il risque des poursuites judiciaires. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que sur Terre que nous sommes contraints aujourd'hui de ramasser nos ordures. Décollage. Croyez-le ou pas, nous avons réussi à envoyer des déchets jusque dans l'espace. Les 11 000 satellites que nous avons fièrement lancés depuis le début de la conquête spatiale sont pour beaucoup aujourd'hui obsolètes. Et ils ne cessent d'engendrer des débris lorsqu'ils entrent en collision entre eux. Si les gros débris se percutent entre eux, cela va créer un nuage de plus petits débris qui pourraient eux-mêmes se télescoper avec d'autres débris. Cela pourrait être le début d'une réaction en chaîne qui serait incontrôlable. Du coup, les agences spatiales se démènent pour les récupérer avant que ces débris ne nous tombent sur la tête. Alors serions-nous sur la bonne voie? Avons-nous enfin compris qu'il faut réduire nos déchets si nous ne voulons pas détruire notre belle planète? Il y a une vraie prise de conscience, en fait, à la fois des scientifiques, des industriels, du consommateur et aussi des politiques qui avancent de plus en plus. Les mentalités changent. Avec cette évolution de mentalité, de sensibilisation, les générations qui viennent veulent consommer mieux. J'ai jamais vu un engouement aussi important. La raison de ça, c'est que ça nous touche tous, on est tous concernés par ça et que le citoyen a vraiment un pouvoir. C'est un enjeu planétaire et j'espère qu'on va réussir à lever ce défi.